Illustration avec voilà, des rapports entre science et société, les acteurs en jeu, les rapports de force, la comédie humaine, voilà. Exemple avec la pollution dans la vallée de l'Arve, avec Frédéric Champly et Jean-Luc Jaffrézot. Frédéric Champly, médecin urgentiste, lanceur d'alerte, et Jean-Luc Jaffrézot, chimiste de l'atmosphère à Grenoble. Je ne sais si vous avez des choses à montrer, des échantillons à nous faire respirer. Allez-y, prenez le micro. Frédéric Champly, vous êtes donc médecin urgentiste. Hôpitaux des Pays du Mont-Blanc, c'est où ? C'est dans la vallée de l'Arve, donc c'est l'hôpital qui est situé à Sallanches et qui couvre le territoire sanitaire de Chamonix, Sallanches et toutes les stations du Tour, Saint-Gervais, Combloux, Megève. Et vous avez connu quelques notoriétés médiatiques pour avoir dit « ça suffit » sur la vallée de l'Arve. Pourquoi ? C'est venu de où ? C'est venu de quoi ? C'est venu qu'on a un vrai problème de qualité de l'air en vallée de l'Arve. Alors je veux juste faire une petite parenthèse. Vous m'avez annoncé comme lanceur d'alerte. Alors au vu de la définition qui a été faite tout à l'heure, j'en suis pas un, je le revendique pas. J'ai pas découvert un problème que j'ai amené Alors vous êtes sur un la place porteur publique. d'alerte ou un médiatiseur d'alerte ? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un peu médiatisé la problématique qu'on avait dans notre vallée. C'est ça mon rôle exact. Donc effectivement, moi je suis médecin urgentiste. Je suis originaire de Haute-Savoie. J'habite cette vallée depuis 15 ans. J'y suis médecin. Et je voyais pas ce qui se passait sous les yeux des cliniciens des urgences depuis toujours, à savoir que la qualité de l'air de notre vallée impactait sa population. J'ai été alerté par quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur la problématique. Je me suis renseigné, j'ai lu et j'ai constaté au quotidien ce que j'avais sous les yeux probablement depuis chaque année, c'est qu'en période hivernale, on avait une surfréquentation des urgences pour des tableaux respiratoires essentiellement chez les âges extrêmes que sont les enfants et les personnes âgées. Donc en ça, je me suis alerté, j'ai regardé si les gens étaient au courant, si les élus locaux étaient au courant. Je me suis rendu compte qu'il y avait des associations qui étaient là depuis 25 ans, qui dénonçaient cette problématique, alors qui ciblaient un peu la problématique sur le transport. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Et je me suis dit que rien n'était réellement fait pour améliorer la situation. Et donc, je me suis permis, de par des connexions que j'avais avec des journalistes, parce que je suis médecin à l'unité de haute montagne de Chamonix, je fais du secours en montagne, donc j'ai beaucoup de journalistes qui me contactent pour essayer de faire des reportages ou pour faire des reportages sur notre unité. Et du coup, je me suis servi d'une connexion pour parler au journal de 20 heures de cette problématique. C'est comme ça que j'ai été connu, et je mets des guillemets. Je me suis attiré les foudres des élus locaux qui ont saisi l'ordre des médecins, l'ARS, pour que je sois puni. Et pourquoi ? Selon quel argument ? Sur l'argument, alors l'argument c'est qu'on ne dit pas ça de la vallée du Mont-Blanc, je pense, essentiellement, des arguments qui sont... Enfin, de là être viré de on m'a dit non, parce que j'annonçais des chiffres que j'avais trouvés dans le plan de protection de l'atmosphère sur des études de l'OMS qui annonçaient de 60 à 70 morts par an dans notre vallée. Donc c'est des chiffres que j'avais trouvés, que j'ai pas inventés, et je les révélais aux 20 heures en disant que l'air de notre vallée était mortel et qu'il y avait 60 à 70 morts par an. Alors c'était dire que c'est mortel, est-ce que c'est scientifique ? Ça veut dire qu'il y a un lien de causalité net. Vous venez dans la vallée de l'Arve, vous allez mourir. Enfin, cela dit, est-ce que il y a 48 000 morts par an. Je vais répondre à votre question par une question. Il y a 48 000 morts par an. C'est un rapport du Sénat qui a été fait il y a quelques années dû à la mauvaise qualité de l'air sur notre territoire national. Il y a 70 000 morts par an dû à la cigarette. Donc on peut considérer quand même qu'en termes de proportion, c'est à peu près la même chose. On marque sur les paquets de clopes que fumer tue. On peut, par extrapolation, imaginer que respirer une mauvaise qualité de l'air tue. Voilà, alors c'est peut-être un peu schématique, mais ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que dans une vallée de 150 000 habitants, il y a quand même, et là une dernière étude de l'INVS, enfin anciennement INVS, est sortie il y a 2 mois, qui a été faite spécifiquement dans notre vallée pour étiqueter et mettre des chiffres sur les décès. Cette étude fait état de minimum 85 morts par an. Donc j'étais en plus de ça en dessous de la vérité. Donc oui, non, je pense que vivre dans notre vallée de l'Arve toute une vie,
réduit notre espérance de vie, donc est responsable de morts prématurées. Et donc, oui, quelque part... Ce qui ne veut pas dire que c'est mortel. Non, je me fais l'avocat du diable, c'est un peu... Non, j'ai pas dit que vivre était mortel, j'ai dit l'air de notre vallée est mortel. J'entends bien. Alors, sur le long cours, si. Le fait d'arriver, pour reprendre la discussion de tout à l'heure, vous êtes arrivé aux 20h, vous avez été confronté aux journalistes, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de vulgariser votre savoir ? Quelles concessions vous avez peut-être faites ? Est-ce qu'il y a des choses que peut-être vous ne referiez pas aujourd'hui ? Est-ce que c'est difficile de parler au public quand vous êtes médecin, vous êtes scientifique ? J'ai toujours étayé ce que je disais par des études donc scientifiques et des chiffres et des arguments que je trouvais, et c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu toujours protégé. J'ai jamais rien inventé, c'est-à-dire que j'ai parlé d'études qui étaient faites dans les pays anglo-saxons qui faisaient référence à des taux de microparticules que nous on avait dans notre vallée, donc je me suis jamais éloigné de la vérité. Je pense que j'ai simplement vulgarisé un discours scientifique qui, c'est vrai, vous en parliez, ne passe pas ou qui est pas audible parce que peut-être trop compliqué, parce que pas suffisamment vulgarisé. Le discours scientifique est très important. Encore faut-il que les gens se l'approprient et le comprennent. Moi, je croisais des mamans dans les urgences qui posaient le diagnostic bien avant moi de l'impact de la qualité de l'air sur la vie de leurs enfants. Des parents m'amenaient leurs enfants. Quand je me suis rendu compte de ça, en me disant mais ça fait 3 semaines qu'ils toussent, qu'ils dorment pas, mais c'est normal, on est en période de pollution. Les gens arrivaient avec un diagnostic, les gens savaient que la qualité de l'air de notre vallée en hiver impactait directement la santé de leurs enfants. Donc les gens étaient très inquiets et je pense qu'ils ont trouvé dans ma parole, qui n'est pas une parole scientifique, je ne suis pas un scientifique, je suis médecin, mais ils ont trouvé quelque part un intermédiaire entre des symptômes, l'état de leurs enfants et puis l'état de la mauvaise qualité de l'air qu'on respirait. Je pense que j'ai simplement été ce chaînon manquant, ce communicant. Voilà. Alors, dans l'inévitable comédie humaine, dans les rapports de force, donc manifestement les élus ne vous ont pas porté dans leur cœur. Le monde scientifique, justement, est-ce qu'il vous a dit oui, mais c'est pas rigoureux, il y a la pollution de l'air, il y a les facteurs personnels, blablabla, etc. Vous avez été soutenu, au contraire, dans votre démarche ? Non, alors le monde de la science à proprement parler, non, s'est pas manifesté, donc n'a pas essayé ni de discréditer ma parole, ni a soutenu ce que je disais. Il y avait Rémi Slama qui était là ce matin, qui est épidémiologiste et chercheur à l'INSERM. Ma prise de parole, on a découlé une thèse sur la vallée avec lui, avec une interne de médecine de mon service, donc j'ai été en rapport avec le monde de la science. Non, il n'y a pas eu de réel échange avec les scientifiques, non, pas spécialement. La cause majeure de la pollution, c'est les feux de bois, c'est ça ? Dans la vallée de l'Arve ? Non, les sources sont... Alors, Monsieur Jaffrezo va derrière après on y vient. Des principales sources, mais il y a 3 sources. Il y a effectivement le chauffage résidentiel, le transport, l'industrie. C'est ça les 3 grandes sources. Avec des problématiques dans notre vallée qui sont un peu particulières, puisque géographiquement, on est une vallée encaissée, et avec les conditions météo d'hiver, avec les inversions thermiques, et le fait que ce soit encaissé au pied du Mont Blanc, il n'y a pas de dispersion. Donc il y a une accumulation des polluants, en plus, il y a une émission de polluants et une accumulation de ces polluants qui fait que l'air ne se régénère pas. On a un incinérateur dans notre vallée qui est une vallée fermée. On brûle 60 000 tonnes de déchets par an. On en produit, nous, habitants de la vallée de l'Arve, 35 000. C'est-à-dire que notre incinérateur importe des déchets pour les brûler. Est-ce que c'est normal dans une vallée fermée ? Bien évidemment pas. On a une usine qui fabrique du graphite en fond de vallée aussi à Passy, qui s'appelle SGL Carbone, qui est extrêmement producteur de toutes sortes de polluants. Il n'y a pas que les microparticules, on parle de microparticules, c'est les polluants le plus connu. Enfin, on respire 2000 polluants à chaque fois qu'on brûle des choses dans notre vallée. Hein. Les indicateurs qui sont définis et qui sont surveillés ne sont qu'une toute petite partie de l'énorme iceberg des merdes qu'on respire. Voilà, donc on a toutes ces choses. Jean-Luc Jaffrezo, c'est pas récent la pollution dans la vallée de l'Arve, et puis c'est pas unique. Toute vallée urbanisée, si j'ose dire, est forcément confrontée à un problème de pollution. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans la situation de la vallée de l'Arve ?
Tout à fait, bonjour. Donc, je suis effectivement chercheur au laboratoire l'ex-laboratoire de glaciologie, puisque maintenant nous avons fusionné avec un autre laboratoire pour former l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Et je travaille effectivement sur les aspects qualité de l'air, chimie de l'atmosphère, depuis maintenant pas mal de temps, puisque j'avais déjà conduit dans la vallée de l'Arve un programme qui s'appelait POVA dans les années 2000, quand il y avait eu la fermeture du tunnel du Mont Blanc suite à l'accident qu'il y avait eu en dessous. Et on avait déjà commencé avec des aspects scientifiques à mettre en avant le fait que la combustion de la biomasse pouvait être un facteur important dans le cadre de cette vallée. Mais à l'époque, on n'avait pas les outils pour quantifier ce genre de choses. Donc depuis une grosse dizaine d'années maintenant, mon travail, c'est effectivement de développer les outils et les méthodologies pour quantifier les différentes sources d'émissions de particules qu'on peut trouver dans différents environnements. Et j'ai conduit des études un peu partout en France et en Europe avec pas mal de partenaires. Pour revenir à votre question, effectivement, la vallée de l'Arve, c'est pas une vallée qui est spécifique. Les études qu'on a pu faire dans différents environnements, en Maurienne, dans des vallées en Suisse, en Italie, dans les Bauges, etc., montrent qu'on a ce même type de comportement avec des émissions de combustion de la biomasse en hiver qui sont extrêmement importantes. Il y a deux aspects sur la vallée de l'Arve, trois aspects je dirais. Probablement le premier, c'est qu'il y a des mesures en continu qui démontrent qu'effectivement il y a un problème. Dans beaucoup d'autres environnements, il n'y a pas de mesures, donc on ne voit pas franchement le problème. Le deuxième, c'est toute la médiatisation qu'il y a pu y avoir dans le cadre de cette vallée à cause de son environnement, je dirais, économique, géographique, l'attrait des montagnes. Vous en pensez etc. quoi, cette médiatisation? Je ne parle pas du cas de votre voisin, mais elle vous a aidé, elle vous embête dans vos travaux? Ça a changé le regard des élus? Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que la médiatisation m'empêche peut-être, comme pour revenir au fond du débat qu'il y a eu tout à l'heure, m'empêche peut-être de participer plus largement à des débats publics. Dans la mesure où, en tant que chercheur, et comme il a été dit par Denis Smirou, j'ai pas franchement envie de me retrouver systématiquement devant une salle chauffée à blanc avec des éléments de contradiction, en étant moi le scientifique de l'étape pour avoir des difficultés à exprimer ce que je fais dans mon quotidien de chercheur. C'est pas votre rôle de répondre à des questions qui vous échappent, des questions sociales, sociétales. Voilà, donc effectivement, j'aurais tendance à dire la médiatisation et l'ensemble de la prise en main par les gens de la vallée d'un certain nombre de problématiques et l'acuité des problèmes qui ont été décrits là et qui sont effectivement très présents, prégnants et réels, fait qu'en définitive, il y a un contexte qui n'est pas forcément le meilleur pour aller exprimer un certain nombre de choses en tant que scientifique dans ce cadre-là. Et c'est en partie une des raisons pour laquelle probablement il y a, au moins dans ce cadre-là, un déficit de recherche, un déficit de communication entre les aspects recherche et les aspects sciences citoyennes. Alors justement, Et pour finir, pour un autre point tel qu'il a été abordé, pour être complet sur votre question, quelle est la spécificité de la vallée de l'Arve? Et comme il a été mentionné par Frédéric Champly, la vallée de l'Arve est une de celles en France où on a les plus graves problèmes d'inversion de température en hiver, dans la mesure où, entre autres à Passy, c'est une vallée qui est extrêmement encaissée, et donc avec très peu de soleil, avec des inversions de température qui sont pratiquement le facteur dominant pour le déclenchement des périodes d'alerte pendant les périodes hivernales. Donc c'est une pollution, en fait c'est pire que tout, quoi. C'est une pollution qui change saison après saison. Non. Non, enfin, je veux dire, l'hiver, c'est du chauffage au bois, l'été, c'est de la circulation automobile ou en ce qui concerne les particules atmosphériques, ouais. En période d'été, hors période hivernale, il n'y a absolument aucun problème dans la vallée de l'Arve. Monsieur Champly. Tout à fait. C'est vrai, oui, il y a pas, évidemment qu'on ne chauffe pas au bois l'été. Par contre, il y a toujours le transport. Hein, et l'été, on traverse des périodes non négligeable de pollution à l'ozone, qui est le produit de dégradation des NOx qui sont issus du transport. D'azote.
voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas limiter le débat à un problème de microparticules. C'est-à-dire que nous, on respire certes beaucoup de microparticules l'hiver, mais on respire beaucoup d'ozone l'été. Donc les sources d'émissions ne sont pas les mêmes. L'ozone n'est pas un cancérogène certain, mais c'est un irritant très important. Donc ça entraîne des états aussi cliniques qui sont présents l'été. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre vallée, on a quand même un jour sur deux qui a une qualité de l'air de moyenne à médiocre, quoi, toute l'année, et que l'exposition chronique de ces habitants à cette mauvaise qualité de l'air impacte leur santé. Donc on en revient à ça quand même. Je pense que, et là on touche du doigt quelque chose sur lequel on est aussi en train d'essayer de travailler. Dans la réglementation européenne et dans l'ensemble des pays, États-Unis ou autres, la réglementation est basée sur une mesure de masse des particules atmosphériques. Et la masse n'est pas forcément le meilleur représentant pour les impacts sanitaires. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Donc il y a une dichotomie entre le discours qui est il y a des niveaux de pollution importants, mais en termes de réglementation. Et d'un autre côté, il peut y avoir des impacts sanitaires qui sont liés, comme vous le dites, effectivement, je pense, à des niveaux de concentration qui sont bien en dessous des seuils réglementaires, même ceux de l'OMS, mais qui, par contre, sont capables, à cause de la spécificité de la chimie des particules ou autre, de produire un certain nombre d'effets et d'impacts. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Faire une réglementation non plus basée sur la masse ou le volume, mais sur le nombre de particules, donc sur la surface totale des particules ? Pour l'instant, nous sommes dans le groupe dans lequel je travaille et dans une dizaine d'autres groupes au monde en train d'essayer de montrer que quelque chose qui serait basé sur le potentiel oxydant des particules, c'est-à-dire leur capacité à oxyder les antioxydants que nous avons naturellement dans les poumons, serait probablement une meilleure représentation de leur impact sanitaire que ne l'est la masse. Et on espère que ces démonstrations puissent amener dans une quinzaine d'années à une révision de la réglementation sur quelque chose, une métrique qui soit vraiment représentative, non plus juste d'une masse de particules, mais de leur impact au plus près de la santé. Je pense qu'il faut faire attention au débat d'experts dans lequel on peut tomber, parce que ça nous éloigne de l'objectif qui est de réduire les émissions. C'est un peu le rôle, et c'est un peu pour ça que j'ai pris la parole il y a 3 ans, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, on peut affiner les modèles, on peut prouver différemment les impacts, on peut faire tout ça. Il y a des choses qu'on n'évaluera jamais, c'est l'effet cocktail de toutes ces substances. Enfin, ou en tout cas... On s'en fout. Je veux dire, on n'est plus à un stade à savoir, à compter précisément le nombre de morts. On sait que la combustion de la biomasse est mauvaise, qu'on respire un air de mauvaise qualité. Donc de manière, c'est peut-être ma formation de médecin urgentiste au secours en montagne où je suis très pragmatique et où quand on a des problèmes, on essaye d'apporter des solutions. Mais je veux dire, les études ne sont pas les solutions. Il y a un moment où on sait que brûler de la biomasse nous fait respirer de la merde. Réduisons la biomasse qu'on brûle. Voilà, simplement, posons-nous la question de manière extrêmement simple d'un incinérateur dans une vallée comme la nôtre. Posons-nous la question de faire passer 2500 camions par jour dans notre vallée parce qu'il n'y a pas d'éco-taxe. Alors après, ça, c'est peut-être des mesures, on est d'accord ou pas, mais parce que les camions ne passent pas en Suisse parce qu'ils sont taxés, ils ne passent pas en Autriche, en Allemagne parce qu'ils sont taxés, donc ils viennent chez nous, ils font des détours énormes pour rejoindre l'Italie parce que c'est gratos. Donc, et qui doivent se taper 800 mètres de dénivelé au fond de la vallée pour aller chercher le tunnel du Mont Blanc. Est-ce que tout ça, c'est logique ? Est-ce qu'il faut se poser la question des études, affiner les choses, ou est-ce qu'il faut se dire, bon, il y a un moment où il faut agir et il faut proposer des solutions concrètes. Et à ce niveau-là, strictement rien n'est fait. Et je ne mets pas en doute la bonne foi et vraiment la bonne volonté des scientifiques. C'est pas du tout mon discours. C'est que je ne suis pas dans cette démarche de dire que les études sont encore, et nous ne sommes pas, je parle au nom de plein de gens, dans cette démarche de dire qu'il nous faut encore des études scientifiques. Il ne nous en faut plus, il nous faut des actions. Monsieur Jaffrezo, sur quel levier on peut agir depuis votre laboratoire ? Vous voyez quel levier apparaître ? Pour revenir sur ce qui vient d'être dit,
Je pense qu'il faut extrêmement faire attention dans le cadre de la vallée de l'Arve et c'est quelque chose dans lequel sur lequel j'ai alerté les personnes qui travaillent sur le PPA2 pour l'instant, le prochain plan de protection de l'atmosphère dans la vallée de l'Arve. Dans la vallée de l'Arve, particulièrement, mais aussi probablement dans beaucoup d'autres environnements, il ne suffit pas de réduire les émissions, il faut aussi prendre en compte la météorologie, qui est un facteur fondamental. Quand on a des grosses inversions de température, en vallée de l'Arve, on peut avoir une inversion de température qui se trouve à 50 mètres au-dessus du sol. On aura beau réduire les émissions tant qu'on veut avec un couvercle à 50 mètres du sol, on sera toujours avec des concentrations qui vont être supérieures aux normes et avoir des effets sur les populations. Donc effectivement, réduire les émissions, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut le faire au maximum. Par contre, il faut aussi tenir compte de cet aspect météorologie de telle façon à probablement anticiper beaucoup plus les périodes d'arrivée anticyclonique qui permettront de réduire drastiquement dans le cadre de ces périodes-là. Et réduire les émissions n'est pas la seule façon de faire. Après, un deuxième point, pour répondre à ce que vous dites et pour aller dans votre sens aussi, je pense que justement quand on commence à regarder le potentiel oxydant des particules, c'est-à-dire leur nature chimique, une combinaison de leur nature chimique et de leur taille, qui permet comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être un peu plus auprès de leur impact sanitaire, on s'aperçoit en définitive que la vision des sources qu'on peut avoir est assez différente de celle qu'on a en utilisant la masse, et donc que les mesures qui doivent être prises sont probablement pas les mêmes en termes réglementaires, même si l'ensemble des sources doivent diminuer. Donc, je pense que les études qu'on peut mener maintenant, au contraire de ce que vous dites, sont intéressantes pour voir sur quels aspects on doit agir et aller un peu plus loin que dire arrêtons telle ou telle source. Il y a effectivement un ensemble de choses à faire. Et pour terminer, troisième point, je pense que ce type de mesure permet justement de prendre en compte les effets cocktails puisqu'on on procède à ces tests sur le mélange direct des particules atmosphériques. Et bientôt, on espère aussi prendre en compte la phase gazeuse. Il ne s'agit pas de s'opposer à savoir s'il faut faire des études ou pas. Moi, ce que je regrette, c'est que là, il manque quand même l'acteur principal. C'est un élu, c'est un représentant des pouvoirs publics. Qu'est-ce qui fait que dans une vallée comme la nôtre, rien ne se fait, que les élus ne prennent pas la parole, ou enfin, quand ils la prennent, c'est pour essayer de minimiser les problématiques. Ça aurait été intéressant d'avoir une de ces personnes, parce que là, on essaye de faire un combat entre l'intérêt de la science versus la prise de parole. Alors que pas de combat du tout. Non, mais enfin, ça tombe c'est un peu un petit ping-pong quand même, et c'est dommage. Je veux dire, je pense que les principaux responsables de l'état de nos vallées sont les gens qui pourraient faire quelque chose et qui ne le font pas. Or, il n'y a pas ces personnes, et c'est dommage. Je le regrette simplement. Alors qu'il y a des vallées de conformation équivalente en Italie ou en Suisse où on a réglé le problème en interdisant le chauffage au bois ou la circulation des camions. En mettant des filtres sur les cheminées, effectivement, tout à fait. Et puis en faisant du report modal, du ferroutage, chose qui pourrait être faite dans nos vallées alpines et qui n'est absolument pas fait. Rien du tout. On ne met pas un camion sur le rail, je schématise, mais on en mettra bientôt plus un parce que les rails seront plus en état tellement on s'en occupe pas. On a une autoroute ferroviaire alpine qui existe et qui n'est pas utilisée. On pourrait mettre de 700 000 à 1 million de camions par an sur ce rail et désengorger les deux vallées principales que sont la vallée de la Maurienne avec le tunnel de Fréjus et la vallée du Mont-Blanc avec le tunnel du Mont-Blanc. On n'exploite pas du tout ça, on laisse passer les transports. Alors si on nous vend du Lyon-Turin, ça c'est la grande mode, c'est-à-dire que si on a envie de faire du report modal, mais pour ça on va construire pour 30 milliards d'euros une autoroute qui ira de Paris jusqu'à Turin, alors que les infrastructures existent et qu'on ne les utilise pas. Donc on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on a des discours qui correspondent pas du tout à la réalité et à ce qu'on pourrait faire. Et ça, c'est des discours qui sont des discours des pouvoirs publics et des élus, mais ils sont jamais dans ce genre de discussion. Oui, mais le BTP, ça fait de la TVA et ça fait du PIB. Merci. Oui, je voulais d'abord vous remercier, bien sûr. Et j'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé dans la vallée, puisque
Je vais témoigner donc d'une expérience où l'étude et l'action ne sont pas incompatibles. En 2013-2012, vous trouverez sur Internet un article rédigé avec un collègue qui s'appelle « Des alertes à couper le souffle », où on essaierait de tirer les conséquences de la classification du diesel, enfin de particules en cancérigènes certains par l'OMS, etc., etc. Et à l'ANSES notamment, et à l'INVS, on avait des discours d'experts très engagés, mais qui nous disaient il y a une telle inertie du système qu'on ne voit pas comment on va en sortir. Et alors, à force de séminaires avec ces gens-là, on s'est énervé un peu, parce que nous, on étudiait donc la pollution de l'air qui ne bougeait pas. Et on s'est dit, on va créer un collectif en mettant ensemble autour d'une table Vélorussion, des parents d'élèves, des gens d'Airparif, des gens des capteurs citoyens, des écolos, etc., etc. Et ce collectif donc a créé une page Facebook et je pense que nous avons interagi en fait, mais voilà, c'est un collectif donc c'est pas moi forcément. Et c'est vrai que ce collectif a obtenu de la mairie de Paris une conférence de citoyens en utilisant la fenêtre d'opportunité de la période électorale début 2014. Et il se trouve que la mairie de Paris a pris au sérieux cette demande, a créé donc a organisé cette conférence de citoyens. Donc là, mon collègue est parti, mais je pense que parfois ça peut être efficace. Les citoyens ont pris au sérieux l'inertie du système, ont fait un certain nombre de recommandations. Et ce qui se passe actuellement à Paris, alors Paris c'est un mauvais exemple, je sais bien, mais quand même, c'est aussi largement le résultat de ce processus réamorcé où à la fois on peut continuer à étudier un processus et agir dessus. C'est-à-dire qu'il me semble, mais ça rebondit aussi au débat précédent, est-ce que la science aujourd'hui doit prendre ses objets à distance et attendre d'avoir des résultats pour venir au contact des actions? Non, on est dans des processus de transformation et on peut très bien modifier les conditions tout en faisant les études et justement révéler des savoirs parce qu'il y a une pluralité d'acteurs qui surgissent et on découvre des choses. Les capteurs citoyens, c'est absolument génial. Il y a des gens qui ont fait des applis maintenant, on parlait de numérique tout à l'heure, pour vous regarder les trajets les pires dans Paris aux heures de pointe ou quand il y a des pics de pollution, etc. Et de fait, la situation, très lentement, s'améliore un peu. En tout cas, il y a eu une prise de conscience du problème. Voilà, c'est un témoignage. Je voulais savoir comment vous voyez aussi l'interaction avec d'autres expériences dans plein d'endroits où il y a eu quand même des gens qui se sont mobilisés, y compris à Lyon d'ailleurs. Passez le micro à Denise Mirou pour la suite. Ouais. Pour apporter un point de réponse dont je pense qu'il n'est pas trop décalé, les études que je mène pour l'instant sous l'égide de l'ADEME dans le cadre de la vallée de l'Arve ont pour finalité de regarder dans quelle mesure le fonds air-bois qui est mis en place dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère sont effectifs pour faire baisser les émissions et les concentrations qu'on trouve dans l'atmosphère pour les traceurs qu'on peut mesurer pour la combustion du bois et la fraction qui a été mise par cette fraction. Et je dois avouer que c'est assez difficile de faire ces études dans la mesure où on est très perturbé par les aspects d'impact de la météorologie sur les concentrations. Mais quand on arrive à faire la part des choses avec cet aspect météo, on s'aperçoit que sur les 4-5 derniers hivers, depuis que le fonds air-bois est mis en place, on a une décroissance des indicateurs qui sont liés aux émissions de la biomasse. Denise Mirou-Navier. Oui, ayant vécu 30 ans à Grenoble, juste avant que Rémi Slaman n'y arrive, je suis particulièrement concerné et sensible au débat qui vient de se dérouler. Et on voit bien deux logiques qui, non pas s'opposent, mais éclairent différemment le sujet. Je crains, hélas, monsieur, que vos travaux de recherche n'aient largement le temps d'être engagés parce que l'inertie des décisions est telle qu'il serait très vraisemblable, sans doute, que les mesures importantes à prendre en compte en fonction des connaissances dont on dispose déjà, n'arrive à réduire de manière substantielle les émissions. Maintenant, y compris en tenant compte des couches d'inversion de température, même basses que vous décrivez, si on réduit de 20 à 30% le flux d'émissions des différents types de particules, que ce soit des cheminées, du trafic ou des usines, ça sera toujours 20 à 30% de masse en moins sous la couche d'inversion de température. Et c'est ça mon propos. On a des exemples du type pseudo-expérimental qui ont démontré, et ça serait une étude passionnante à conduire et je vous invite vraiment à y réfléchir, parce que la pression sociale va finir, espérons-le, dans 2 ans, dans 5 ans, espérons que ce ne soit pas plus tardif, à engager des mesures effectives de réduction des différentes sources, que ce soit
peu importe la pondération dans le trio que vous décrivez, le chauffage, le trafic et les industries. On a des exemples de ce type-là qui ont fait énormément progresser la connaissance. J'ai un exemple très symbolique, c'est une grève dans une très grande vallée industrielle aux États-Unis, dans la Utah Valley. Il y a une grève des ouvriers pour des raisons alors vraiment salariales, de revendication des conditions de travail et d'amélioration de leurs revenus. Et ça a duré à peu près 2 mois, 3 mois, cette grève. Vraiment très dure. Les syndicats américains, c'était il y a 25 ans de cela, vraiment très mobilisés, très actifs. Ceci a conduit, il se trouve que par un pur concours de circonstances, était en cours une étude épidémiologique auprès des enfants dans les services hospitaliers de la Utah Valley. Et l'arrêt la principale fonderie, il y avait une énorme fonderie dans cette usine, a fait chuter de manière dramatique, dans le sens anglais du mot dramatique, c'est-à-dire de manière impressionnante, les émissions des poussières et autres polluants, et donc les concentrations de l'air ambiant. Et ça s'est vu très rapidement, à quelques semaines près, sur le recours aux soins des enfants dans les services de consultation et les services d'urgence. Eh bien, je vous invite à imaginer déjà et anticiper le genre d'études qu'il faudrait conduire lorsque, enfin, des mesures de réduction du trafic, de plus grande sévérité, le critère peut être utilisé pour éviter le passage de véhicules les plus polluants, la réduction de la biomasse utilisée dans cette vallée et autres contrôles industriels. Et vous verrez combien l'articulation entre ces travaux de recherche et les mesures enfin à mettre en œuvre sous la pression des associations et la société civile peuvent être productives mutuellement. Merci, Denis. Réaction, ensuite Madame Marano. Ouais, une petite réaction. Moi, je ne vois pas pourquoi on a besoin de faire des choses comme ça, alors qu'on peut désengorger complètement les vallées alpines du transport. On n'a pas besoin d'essayer de savoir combien il faudrait réduire. On peut mettre 1 million de camions sur le rail. Nos voisins suisses et autrichiens le font. 70% du fret suisse se fait par le rail. Nous, on en fait 13%, je crois, ou 18%, et c'est en chute libre. Donc non, enfin, je veux dire, je pense qu'il faut déjà commencer par prendre des mesures concrètes. On peut à moindre frais, une étude qui a été menée par Daniel Ibanez, qui s'y connaît vraiment sur le report modal, a montré qu'avec rien, avec 20 millions d'euros, on fait du report modal à hauteur de quasiment 100% de ce qui traverse nos vallées alpines. Pourquoi on ne le fait pas? C'est ça les vraies questions. Les vraies questions, c'est pas quelle étude est intéressante à faire. Il y a plein d'études intéressantes à faire, j'imagine. La vraie question, c'est comment se fait-il qu'aucune action, qu'aucune volonté politique n'a lieu, n'a cours pour mettre des camions sur le rail, pour effectivement avoir un impact sur le chauffage résidentiel? C'est ça les vraies questions. En tout cas, c'est les questions qui nous intéressent. Les questions qui sont des questions probablement scientifiques très intéressantes. On est loin de ça. Vous savez, l'hiver, nos enfants, monsieur, sont confinés dans les écoles, confinés, ils n'ont pas de récréation pendant 1 mois, ils ne sortent pas, des enfants de 4 ans, 5 ans, alors que des camions, 2500 camions, des transports internationaux, qui viennent même pas alimenter notre vallée, mais qui passent sous nos fenêtres, traversent notre vallée. Donc les vraies questions qui nous intéressent, c'est vraiment celles-là. Les autres ne nous intéressent pas trop. Madame Marano. Oui, le fait que la pollution atmosphérique soit vraiment le risque de pollution avéré sur la santé, maintenant, ça ne fait plus débat. Je vous conseille de lire la dernière revue qui a été réalisée par The Lancet Commission, qui d'ailleurs est accessible aussi en français sur leur site, et qui vient de sortir il y a 15 jours maintenant, 15 jours, 3 semaines, et qui montre donc une compilation d'études internationales faites par des biologistes reconnus internationalement sans équivoque, à quel point, d'un point de vue, au niveau international, sur la mortalité, le risque de la pollution atmosphérique est le risque majeur. C'est vraiment impressionnant. Avant les autres risques environnementaux, en particulier contamination de l'eau, etc. Donc c'est un risque avéré pour lequel il faut agir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la recherche. Alors ce que je voulais dire là, c'est que dans l'histoire de la vallée de l'Arve, tout le monde est d'accord qu'il y a effectivement un risque avéré. Il y a eu donc des actions incitatives
incitative avec ce qu'a fait l'ADEME pour inciter à changer de foyer, enfin ça, essentiellement d'ailleurs sur les foyers. Si vous voulez, on peut en parler. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais en contrepartie, sur Paris, ce qui s'est produit, c'est quelque chose de très directif de la maire de Paris. Et du coup, on voit bien à quel point sur Paris, là, il y a eu une contestation qui était très forte quand même, avec un lever de bouclier, parce qu'on voulait fermer juste quelques kilomètres sur la rive droite. Franchement, alors qu'il y avait un intérêt à démarrer de façon sérieuse là. On voit bien que quand même, quand on change les habitudes des gens, c'est difficile. Il faut qu'il y ait une acceptation très générale d'un changement d'habitude. Et ça, c'est aussi le problème qui se pose pour ça. Si je peux juste répondre, oui. Non, mais il y a une vraie différence entre les Parisiens et puis les gens de la vallée de l'Arve, c'est que dans la vallée de l'Arve se produit quelque chose qui existe quasiment nulle part ailleurs et qui a été souligné par tous les journalistes, c'est qu'il existe un mouvement citoyen qui est unique. La société civile est absolument mobilisée et absolument prête à ces changements. C'est ça la différence, peut-être avec des endroits comme Paris où les gens ne sont peut-être pas aussi sensibilisés qu'en vallée de l'Arve sur la qualité de l'air, madame. Simplement ça. C'est-à-dire que nous sommes prêts à changer nos habitudes, nous le faisons déjà, mais nous n'acceptons pas que des transports internationaux nous passent sous les fenêtres, simplement. Monsieur Bapt, et ensuite débat suivant. On vous écoute. Oui, juste une anecdote. Je me rappelle avoir présidé un groupe de suivi de santé environnementale paritaire, où une des propositions qui avaient été faites, de recommandations qui avaient été faites vis-à-vis de l'exécutif à propos de la recherche. On dit toujours, il faut plus de crédits à recherche, il faut plus de recherche. Mais on avait dit, il faut faire une recommandation aux chercheurs et aux agences notamment, de manière à ce qu'ils proposent des décisions d'action, des décisions de gestion, et pas simplement de demander d'autres recherches. Voilà. C'est ça un petit peu que j'ai ressenti lorsque nous a parlé de 15 ans. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que si la société civile est unie dans ce secteur-là, les élus locaux aillent contre. Généralement, ils sont plutôt en phase avec leur société civile. Peut-être que le Dr Champly peut me donner une explication. On lancerait un deuxième débat parce que non, mais on n'a pas le temps. Mais oui, c'est la vraie question, tout à fait. Il se trouve qu'un appel citoyen a été lancé pour que je me présente aux législatives en début d'année. J'ai fait 3 mois de campagne. Donc je suis allé sur le terrain politique, justement, alors que je suis absolument pas fait pour ça, mais que ça a été une manière pour une grande partie de la population de la vallée de l'Arve de mettre ce débat au centre des discussions qui ont eu lieu. Les discussions se sont centrées autour de cette problématique. Je pense que c'est la seule circonscription sur les 577 de France qui n'a pas parlé de politique générale, mais qui a parlé que de qualité de l'air pendant 4 mois. Donc c'est bien quand même la preuve qu'il se passe quelque chose dans cette vallée, que c'est un sujet qui est central et qui est majeur. On n'avait pas été élu pour autant. Non, mais je suis personne et j'ai fait 15%. 15%, j'ai fait 3e, derrière le candidat La République En Marche, on sait tous la vague qu'il y a eu, derrière le candidat Les Républicains, dans une vallée qui est historiquement de droite, alors que moi j'y suis allé sans étiquette, j'avais pas de parti, j'avais rien, j'y suis allé comme un membre de la société civile. J'ai fait quand même 15%, ce qui est quand même vraiment pas rien, et j'ai pesé dans les débats du 2e tour. Donc bien sûr que j'ai pas été élu, et je me faisais aucune illusion sur le fait de l'être. Mais j'ai quand même posé la problématique au centre des débats pendant 4 mois. Preuve s'il en est qu'il se passe quelque chose dans notre vallée, et que nous sommes en attente d'action. Alors après, pour faire court, pourquoi rien n'est fait ? Parce que c'est une vallée extrêmement touristique, parce que c'est mettre le doigt sur une problématique. J'avais compris que la ministre de la Santé et le ministre de l'Écologie étaient venus dans la vallée de l'Arve récemment. Tout à fait, oui. Ah, alors il y en a qui viennent. Bien sûr, oui. Cette mobilisation citoyenne font que ça vient. Mais pour l'instant, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'action. C'est bien ça le problème. Et pourtant, les Suisses font tout le monde vient. Et pourtant, les Suisses font du ski et les Italiens aussi. Donc, pour terminer, Monsieur Jaffrezo. Je pense que sur la consultation pour le PPA2, il y a eu une assez forte participation, dont celle des associations locales, dont celle des représentants de la société civile. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une écoute du politique pour faire un certain nombre d'actions. Après, il y a un principe de réalité qui est celui de la construction des grandes infrastructures, etc., etc. Mais il y a quand même pas mal d'actions sur le développement de l'intermodal. Il y a des actions qui sont proposées sur
sur la réactivation des transports collectifs, il y a des activations de la continuation du plan de protection de l'atmosphère avec son fonds air-bois et des choses comme ça. Mais l'écoute des politiques, nous l'avons parce qu'ils sont très très forts pour ça, nous écouter, pour nous apaiser. Et je ne sais plus qui de tout à l'heure qui était ici parlait de l'inertie politique. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les élus et les politiques jouent de ça. L'inertie, le temps que ça va prendre et le fait que nous, qui ne sommes pas des professionnels de la politique, nous allons nous essouffler, nous fatiguer. Tout joue là-dessus. Vous essoufflez dans la vallée de l'Arve, vous n'avez déjà pas beaucoup d'air, on a compris. C'est pas simple. Bah si, au contraire, c'est rapide. Ça va être très facile pour les... Enfin bref, merci messieurs pour cette illustration concrète, géographique. Sciences et société, quels acteurs vous restez dans la salle et vous répondrez éventuellement à d'autres questions. Quels acteurs et quels rapports? Béatrice Parence, Paul François, André Picot, François Veillerette. Merci de me rejoindre.